Madame la maire, mesdames et messieurs les élus, merci de ce mot de bienvenue. Je suis très heureux de m'exprimer devant vous. C'est un exercice qui est assez rare, pour ne pas dire inédit, que les procureurs s'expriment comme ça devant une assemblée. Je l'ai fait il y a quelques mois devant le conseil départemental à l'invitation du président sur un sujet dont vous savez qu'il me tient à cœur, la lutte contre les violences faites aux femmes. J'ai trouvé ça très intéressant, ce dialogue, répondre aux questions des élus. Moi, je trouvais que démocratiquement, c'était assez intéressant parce que, vous l'évoquez, Madame la maire, nous avons des liens très, très étroits avec, évidemment, les principaux élus du département, mais s'adresser devant l'ensemble des élus, et notamment des élus de l'opposition, je trouve que c'est un bel exercice démocratique et je vous remercie de m'avoir permis de m'avoir invité à ce sens-là. Vous avez souhaité que je puisse un petit peu expliquer ce qu'on essaie de faire, comment on essaie de le faire en matière de lutte contre les stupéfiants, faire un petit peu un point sur la situation à Rennes. Et je réponds bien volontiers à cette demande. Alors, je vais essayer de faire bref quelques propos liminaires et puis après je répondrai aux éventuelles questions. Alors, la situation de Rennes a bien sûr quelques spécificités. C'est jamais tout à fait, je dirais, la même situation que la ville d'à côté. Cependant, le territoire national, d'une manière générale, en zone urbaine et rurale, même s'il y a quelques différences, est concerné par cette problématique d'usage stupéfiant. J'allais dire, c'est le premier problème. C'est le premier problème, à Rennes comme partout ailleurs. C'est-à-dire qu'on a, en gros, on considère, les études les plus sérieuses, disent qu'il y a à peu près 4 millions d'usagers, par exemple, de cannabis par an en France. 1,2, 1,4 million d'usagers réguliers en France. C'est-à-dire qu'on a, c'est un constat qu'on est bien obligé de poser, une demande importante, pour ne pas dire forte, de produits stupéfiants, de cannabis, mais pas que. Pour les autres produits, le volume des consommateurs est moins important. Et en face de cette demande, nous avons fort logiquement une offre qui s'est structurée, qui se structure de plus en plus pour répondre à cette demande. Bon. Ça, c'est la problématique, je dirais, de fond. Et je pense qu'en matière de trafic de stupéfiants, je pense qu'il faut bien avoir en tête cette notion d'offre et de demande. Sinon, je pense qu'on passe pour partie à côté du sujet. Donc, moi, j'en déduis que ça fait des années qu'on essaye, avec les services de police, de gendarmerie, institutions judiciaires, d'apporter des réponses au trafic, ce qui est l'offre, avec des succès plus ou moins probants. Moi, il me semble que une approche réaliste invite aussi à questionner, même, je sais très bien que ma position elle est critiquable et critiquée là-dessus, questionner la demande. C'est-à-dire que ces produits sont illicites de par la loi. Moi, je ne suis pas, vous le savez bien, en charge de définir cette loi. Le procureur de la République, ça leur suffit bien, ont à appliquer la loi telle que définie par le Parlement, éventuellement à l'initiative du gouvernement. Donc, la loi, elle est ce qu'elle est. Moi, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est d'essayer de voir comment on peut appliquer. Donc, c'est vrai que nous avons mis en place, c'est le premier axe de travail, une politique de responsabilisation des usagers, puisque le législateur nous a dotés d'un nouvel outil que nous avons expérimenté ici à Rennes, à partir du 16 juin dernier, et qui maintenant est généralisé depuis le 1er septembre, qui est l'amende forfaitaire délictuelle. Alors, bon, pour vous donner un chiffre, sur l'Ille-et-Vilaine, parce qu'on n'a pas de la granulométrie, je ne peux pas vous dire exactement sur Rennes, mais sur l'Ille-et-Vilaine, depuis le début de cette expérimentation, c'est 831 verbalisations en ce domaine-là. En zone police, c'est 487. Bon, chiffre d'il y a quelques jours. Donc ça, c'est la première idée. C'est-à-dire, c'est l'idée de dire qu'il faut responsabiliser par une amende qui est de 200 €, 150 si on paie rapidement, l'usager, parce que c'est cette demande, les usagers pris les uns après les autres, qui génèrent cette offre. Donc, ça, c'est le premier aspect, c'est-à-dire on met en œuvre depuis quelques mois donc, une politique que j'appelle de responsabilisation
des usagers. Après, il y a tout le volet plus classique, qui est celle de lutte contre les trafics. Alors, comment est-ce qu'on structure ça et quelle est la situation? D'abord, la première chose que je voulais vous dire, c'est les organisations criminelles qui font du trafic de stupéfiants, elles fonctionnent de manière très proche d'une PME. Ce sont des PME illégales, criminelles, mais qui fonctionnent dans leur raisonnement tout à fait comme les PME. Le parallélisme, on peut le pousser très très loin. Donc je ne le ferai pas parce qu'on n'a pas trop de temps, mais c'est important de le comprendre sur certains aspects. Alors, sur Rennes, à peu près, nous on identifie à peu près une vingtaine de zones de vente de produits stupéfiants. Alors, on peut, une zone ayant éventuellement plusieurs points de deal. Mais en gros, il y a une vingtaine de zones, pour l'essentiel dans des quartiers qui ont déjà de grandes difficultés, mais pas exclusivement. Vous le savez, on a aussi des points de vente en centre-ville. Alors, ça, c'est une spécificité de toutes les grandes villes. Toutes les grandes villes, et plutôt dans ce type de quartier, vous savez, des points de revente. Et moi, ce qui anime beaucoup mon action, c'est quand je pense à la vie des riverains de ces points de deal, qu'ils soient commerçants, mères de famille, souvent monoparentales, avec la crainte de voir des enfants mineurs happés dans des fonctions de guetteurs, notamment. Donc, par rapport, je dirais, ça nous situe à peu près, au niveau national, au milieu. C'est-à-dire le nombre de points de deal dans l'ensemble des villes françaises. Bon, Rennes se situe à peu près au milieu. Donc, on a des points de revente qui sont bien identifiés et c'est avec ces cartographies que nous travaillons avec les services de police et de gendarmerie. Alors, donc, je crois qu'on a une assez bonne connaissance de la situation. On a amélioré les choses depuis quelques mois parce qu'on a créé, donc ça s'est créé à divers endroits du territoire national, ce que nous on appelle la CROSS, c'est-à-dire la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants, c'est-à-dire qu'a été créée une structure qui est placée auprès de la direction de la police judiciaire, ici à Rennes, où l'ensemble des services concentrent les renseignements. Alors ça nous a aidés parce qu'on a dépassé, collectivement, on a su dépasser, je dirais, la petite guéguerre entre services où je garde mon renseignement pour moi, j'en fais rien, mais je le garde, c'est mon renseignement, et peut-être qu'un jour, je ferai la procédure qui me permettra d'avoir ma photo dans Ouest France. Je caricature un peu, bien sûr. Mais ça, on a réussi à le dépasser. C'est-à-dire qu'avec l'aide de la CROSS, donc, converge vers la CROSS l'ensemble des renseignements, des services. Donc tout ça est mis en commun, analysé, et la CROSS redistribue au service qui lui paraît le plus compétent, le plus qualifié, telle ou telle affaire qui paraît intéressant de continuer à creuser. Donc ça, c'est un outil assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aussi, là où on a évolué? Bon, moi, ça fait 2 ans que, presque jour pour jour, je suis procureur de ce ressort. On a opéré une évolution dans la façon de travailler des services. Si vous voulez, ce qu'on savait assez bien faire, c'est l'interpellation, je dirais, du petit revendeur de bas d'immeuble. Bon, ça, je dirais, c'est pas très compliqué, c'est assez usant parce que l'un remplace l'autre et que c'est une sorte de puits sans fond. Mais ça, la police sait faire ça, parce que c'est surtout en zone police. Donc ça, je dirais, comme partout ailleurs, on sait faire. Mais c'est pas, il faut le faire, mais c'est pas avec ça qu'on porte des coups sévères aux trafiquants de stupéfiants. Voilà. Donc évidemment, il faut faire ce travail un peu ingrat. Alors c'est beaucoup le travail des bacs, par exemple, ou en matière d'îlotage, mais c'est pas avec ça, je dirais, qu'on fait cesser le trafic international de stupéfiants, vous vous en doutez. Donc, je crois qu'on n'était aussi pas mauvais sur ce que j'appelle le haut du spectre, c'est-à-dire le haut du spectre, parce que les produits, vous savez, le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, ça n'a pas grand-chose de breton, à part un peu d'herbe, ça n'a pas grand-chose de breton. Donc ça vient d'où? Ça vient du Maroc, ça vient des Pays-Bas, ça vient de Guyane, ça vient d'Amérique du Sud, ça vient... Voilà. Donc,
le haut du spectre, c'est-à-dire l'arrivée des produits par des organisations dont certaines ne sont spécialistes que sur l'approvisionnement. C'est là où je parle de logique d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une évolution en matière de trafic de stupéfiants où on voit qu'il y a une segmentation. C'est-à-dire que vous avez des organisations qui ne se spécialisent que sur le transport, l'approvisionnement. Après, vous avez des grossistes, des semi-grossistes et du détaillant. C'est très comparable. C'est très comparable. Donc, le haut du spectre, c'est-à-dire l'arrivée jusqu'aux grossistes, aux semi-grossistes, ça c'est traité par la police judiciaire ou la section de recherche de la gendarmerie nationale. Je communique régulièrement sur les opérations qu'on peut mener là-dessus. Je crois qu'on a des résultats significatifs. Et là où, quand on a essayé d'analyser avec les services de police et de gendarmerie un petit peu où on en était il y a 18 mois, on a travaillé, voilà, je dirais, sans se raconter trop l'histoire entre nous, hein, de dire, bon, où est-ce qu'on n'est pas trop mauvais et où est-ce qu'on n'est pas très bon. Voilà. Donc on a fait cette analyse avec les services de police et de gendarmerie, des douanes, etc. Et on s'est dit, c'est sur le milieu du spectre, c'est-à-dire qu'entre l'interpellation du petit revendeur de bas de cité et le trafic international, l'approvisionnement, le grossiste, ce qu'on appelle, nous, le milieu du spectre, on n'était pas très bon. Voilà, je le dis comme on se l'est dit avec les services. Donc on a un petit peu modifié notre organisation et nos pratiques, c'est-à-dire que à la fois la gendarmerie 35 a créé une cellule spécialisée de regroupement des enquêteurs qui travaillent sur des trafics intermédiaires en zone rurale, en zone gendarmerie. Et puis, on a fait évoluer les pratiques de la sûreté départementale qui est montée en gamme pour vraiment se positionner sur ce milieu de spectre. Et on a pu faire quelques affaires assez intéressantes. J'avais fait un point presse à l'automne sur une belle affaire de ce type. Alors, la traduction, ça vaut ce que ça vaut. Alors, c'est l'évolution des saisies. Hein. Bon, par exemple, l'évolution des saisies, si je retrouve... voilà, je ne vais pas retrouver évidemment, mais je vais... si vous voulez, en gros, en matière, pour la police nationale, les saisies de cannabis ont été multipliées par 2. Voilà, j'ai des chiffres assez précis. Hein. 2019, par exemple, pour être très concret, 48 kilos de produits saisis. 2020, 94. Ça fait une augmentation de 96%. L'augmentation est de 123% en matière de cocaïne, de 880% en matière d'héroïne. C'est-à-dire qu'en 2019, on avait saisi 0,6 kg. En 2020, on a saisi 6,4 kg. Ça fait 880% d'augmentation. En matière de MDMA et ecstasy, c'est une augmentation de 35%. Bon. Donc, nous, ça nous encourage. Alors, les pessimistes, et il en faut, diront ben, c'est parce qu'il y a plus de produits. Et les optimistes diront peut-être qu'on quand même on est un peu plus efficace. Bon, moi j'ai un tempérament optimiste, donc je préfère me dire ça. Sinon, c'est un peu désespérant, vous le comprenez. Alors, donc voilà ce qu'on a fait. Après, il y a un dernier point que je souhaitais évoquer avant de répondre à vos questions, c'est les règlements de compte. Les règlements de compte, c'est-à-dire l'appropriation violente pour des parts de marché ou des territoires, hein, des points de deal, etc. Bon, c'est la définition que l'on donne en matière de police judiciaire à ce sujet. Bon, on a eu une augmentation très significative sur Rennes. Il y a eu 2 faits identifiés comme tels en 2018, 4 en 2019 et 10 entre je reprends mon petit tableau de suivi, le début janvier de l'année dernière. Alors, entre le 5 janvier à Clenay déjà, je vous en parlerai si vous voulez, et le 17 juin, on a eu 10 faits. Alors, on a eu 10 faits et on n'en a plus eu entre le 17 juin et que nous, on référence comme ça, hein, avec les derniers faits de Clenay, à nouveau Clenay. Donc moi, j'ai un tableau de bord de suivi de ces faits-là parce que c'est un indicateur extrêmement important. C'est un indicateur extrêmement important parce que, pour la population, ça marque une dégradation de la qualité de vie. Voilà. Avoir un point de deal, c'est déjà pas agréable, mais avoir des explications l'arme au poing au bas de chez soi, ça devient invivable. Et
je l'avais dit à Madame la maire, on a eu quand même de la chance sur cette période du premier semestre 2020, puisqu'il y a eu des balles perdues qui auraient très bien pu, malheureusement, blesser gravement ou tuer quelqu'un. Ça n'a pas été le cas, mais moi, ça m'a invité, si vous voulez, quand j'ai vu que les indicateurs commençaient à déraper, ça m'a invité vraiment à changer de braquet. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire là-dessus? Moi, ma stratégie, c'est de dire il faut absolument identifier les auteurs de ces faits. C'est-à-dire que si on laisse s'installer un sentiment d'impunité, c'est-à-dire... parce que, enfin, on est là pour se parler franchement. Moi, j'entends aussi des discours où on m'explique, bon, écoutez, c'est des règlements de compte entre voyous, tant pis. Moi, ce n'est pas du tout mon approche. C'est pas du tout mon approche. Mon approche, c'est de dire il faut absolument qu'à chaque fait corresponde une élucidation, c'est-à-dire une enquête approfondie qui permette d'incriminer des auteurs, d'incarcérer les plus dangereux, de placer sous contrôle judiciaire les moins dangereux, enfin, de traiter ça judiciairement. Bon. Donc, au printemps dernier, j'ai pratiquement concentré tous les moyens de la police judiciaire de Rennes sur ce sujet. Et donc, vous le savez, aux sorties du déconfinement, on a fait en mai et juin, quasiment toutes les semaines, des opérations de police judiciaire sur ce sujet-là. Ce qui nous a permis d'envoyer, je crois, un message assez clair, parce que 8 des 10 faits ont été élucidés. C'est 26 personnes mises en examen, 15 incarcérées. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je pense que ces organisations criminelles, qui fonctionnent comme des entreprises, sont très poreuses à l'idée, à l'analyse coût-avantage. C'est-à-dire, si, avec ce type de méthode, il y a l'idée de dire, bon, on va se faire interpeller, on va être incarcéré et il va y avoir des peines lourdes, c'est peut-être propre à donner à réfléchir à ces organisations criminelles dans leur logique coût-avantage. Ce qui est sûr, c'est que si nous, on ne répond pas à ça, et qu'une forme, je dirais, de banalisation, d'impunité s'installe, alors là, je ne vois pas pourquoi, qu'est-ce qui empêcherait que le phénomène se développe. Voilà. Moi, je ne peux pas vous garantir, bien évidemment pas. Je ne peux pas vous dire, cette méthode, elle va permettre de contenir, d'éradiquer ce sujet. Je n'aurai évidemment pas cette prétention. Ce que je pense, c'est que c'est la seule façon d'essayer de contenir ce phénomène pour éviter que Rennes bascule, comme d'autres métropoles ont pu basculer, vous le savez comme moi, dans des climats, parce qu'une fois que c'est vraiment installé, c'est très compliqué de remonter la pente. Très, très compliqué de remonter la pente. Alors, maintenant, si j'ai une demi-minute, madame, peut-être pourquoi il y a eu ce dérapage, on peut dire ça, hein, cette augmentation des faits. Alors, il y a un effet confinement. Il y a eu un effet confinement et il y a un effet plus structurel. L'effet confinement, c'est que nous, on a observé 15 jours après le premier confinement, donc début avril, une raréfaction du produit. Parce évidemment, quand vous arrêtez la ligne aérienne vers la Guyane, quand vous arrêtez, que vous fermez la frontière espagnole et que vous fermez la frontière vers les Pays-Bas, évidemment, le produit qui n'est pas produit localement, il est plus rare. Donc il y a eu des tensions au sein des groupes criminels, et c'est pour ça, notamment, qu'il y a eu une augmentation, mais en France partout, hein, des règlements de compte. Ça, c'est un aspect conjoncturel. Mais je crois qu'il faut qu'on soit lucide. On ne peut pas dire tout est lié au confinement, parce que ça n'est pas vrai. C'est comme en matière de violence conjugale. Hein. Il y a des causes plus profondes. Bon, les causes plus profondes, la première cause plus profonde que j'identifie, c'est que vous avez, je dirais, aux affaires, à la tête de ces groupes criminels ou membres de ces groupes criminels, des gens plus jeunes, pas forcément des mineurs, hein, mais une nouvelle génération, on va dire, qui a un rapport beaucoup plus décomplexé que la précédente à l'usage des armes. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas rassurant, hein, j'ai bien conscience de vous dire ça, en vous le disant, mais je crois que c'est une réalité, on ne peut pas se cacher dans notre petit doigt. Hein. Donc on a affaire à des gens pour qui, je dirais, l'idée de recourir à des armes est beaucoup moins tabou que la génération précédente. Voilà. Donc, et j'en veux pour preuve les faits dramatiques de Clenay, j'y reviendrai un petit peu si vous voulez, et j'en veux pour preuve la saisie importante
que nous avons fait début novembre dans un quartier rennais, ou dans ce que nous on appelle un appartement nourrice, c'est-à-dire l'endroit où sont stockés les stupéfiants. Mais là, on avait à la fois beaucoup de stupéfiants, beaucoup d'argent liquide et quand même des armes, dont des armes de guerre, ce qui est assez inhabituel pour Rennes. Donc, ça veut dire que là, c'est la démonstration que les gens qui sont dans ce trafic de stupéfiants sont en possession, je dirais, d'armes. Voilà. Donc, alors, après vous dire, voilà, donc nous, évidemment, on a une enquête approfondie. Tout ça prend un peu de temps. C'est-à-dire que la découverte, alors qui n'est pas totalement fortuite, mais la découverte, puisqu'on surveillait ce lieu du 1er novembre, elle aboutit à des interpellations la semaine dernière, voilà, avec des gens qui ont été incarcérés en fin de semaine. Mais parce qu'il faut construire ces dossiers. Voilà. Une fois qu'on a trouvé du produit, ça incrimine personne, je dirais. Voilà. Donc il faut aussi du temps pour solutionner les règlements de compte, pour démanteler des groupes criminels. Il faut du temps. Voilà. C'est des enquêtes un peu au long cours qui nécessitent un investissement très important de la part des services. Donc, voilà un petit peu, Madame la maire, à grands traits, ce que je peux vous dire sur mon analyse de la situation et ce qu'on essaie de faire.